Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage exceptionnel sur la publicité aux États-Unis et plus précisément à New York où je me trouve. Alors l'année dernière on avait fait le Japon et cette année encore, faute de budget, on n'a pas pu partir à deux. Et du coup, vous connaissez la suite. Bon, du coup, celui qui gagne le Shifumi, il part à New York, ok? Ok, je suis prêt. Il fait toujours le ciseau, il va faire le ciseau. Je vais faire le ciseau. Non, il veut pas faire ciseau, il va me piéger, il veut vraiment aller à New York cette fois, ça fait des années qu'il fait ça pour ça, il prépare ça. Je vais faire le ciseau, moi je sais faire que le ciseau. Shifumi! Je sais que désormais vous avez hâte de voir les images de mon périple. Mais d'abord Julien, est-ce que tu peux nous poser les bases de la pub aux États-Unis? La publicité moderne qu'on connaît actuellement est née aux États-Unis. Attention, je dis bien la publicité moderne. On peut trouver des traces de publicité dans le monde dès l'Antiquité. Aux États-Unis, c'est au 19e siècle que s'émancipe la pub vers un nouveau genre. Plus technique, plus rigoureux et plus ciblé. Alors je vais te donner un exemple ou deux parce que je vois que t'es largué, je vois tes sourcils qui se plissent. La publicité locale, comme les crieurs de rue, l'affichage ou encore même les prints dans certains journaux, ça existait déjà, on n'a pas attendu les Américains. On nommait notre ancienne publicité la réclame. En soi, c'est le même mot, mais ça désigne des pratiques antérieures, plus tournées vers l'artistique et moins vers la science de vendre à tout prix. Les États-Unis c'est un très grand territoire et du coup les industriels ont vu ça et se sont dit tiens, si on se faisait plus de fric. Coca-Cola, est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, les USA ont été les premiers à élever la publicité au stade d'omniprésence qu'on connaît aujourd'hui. Les techniques de packaging sont nées là-bas. Terminer les produits achetés en poids ou volume dans de grands tonneaux. Les marques sortent du lot par leurs emballages et veulent couvrir la plus grande surface territoriale possible. On se dirigeait donc doucement sur une emphase qu'on connaît aujourd'hui où la publicité est présente partout, sur le web, à la télé, etc. Alors dans l'imaginaire collectif, États-Unis égale folie des grandeurs. Je vais donc essayer de déceler si la démesure de leur pub est égale à celle de leur burger. Et pour ça, quel meilleur endroit que Times Square pour m'imprégner de l'atmosphère Made in US. Comme prévu, on en prend plein les yeux, au sens propre, c'est-à-dire que oui ça pique, oui ça brille, et oui c'est bondé, de jour comme de nuit. Bon, un peu moins tard le soir quand même, puisque j'ai pu uriner en plein Times Square au milieu des crackheads et des mecs qui vomissent leur McDo. Ouais, on peut dire que j'ai pissé sur American Dream, ouais. Pour le reste, inutile de vous présenter le lieu, vous l'avez déjà vu 100 fois dans vos séries et films préférés. J'ai prêté attention au son, pour voir si comme Julien l'évoquait pour Shibuya à Tokyo, la publicité se démarquait au niveau auditif. Mais ici, niet. Aucun panneau n'émettait vraiment de son. En dehors de la foule, le seul bruit constant qui m'accompagnait dans tout New York, c'était les sirènes de flics et de pompiers. C'est assez dérangeant d'ailleurs. Pour revenir au panneau, personnellement mon œil était plus attiré vers les franchises que je connaissais déjà. Et surtout mon regard était tourné vers la tour du centre, qui héberge le fameux panneau Coca-Cola depuis des années. Concernant les prix maintenant, eh bien sachez que pour un lieu aussi fréquenté, c'est pas si exorbitant d'investir dans la diffusion d'un panneau pub. J'ai trouvé sur le net qu'en moyenne, par mois cela coûtait 200 000 $, soit 2,4 millions de $ à l'année. Ce prix inclut uniquement l'achat d'espace. Il faut ensuite y rajouter le coût de fabrication de la pub en elle-même, digital ou print, qui doit être waterproof. C'est sûr que quand on pense aux 4 millions et 30 secondes du Super Bowl, ça paraît pas grand chose à côté. Après faut dire qu'il y a tellement de pubs partout que l'impact est forcément un petit peu moins fort. Times Square, c'est un peu le pèlerinage de la pub. Ce quartier est considéré comme le lieu le plus visité au monde. On parle d'au moins 39 millions de visiteurs par an, et environ 365 000 par jour. Mais qu'est-ce qu'elles viennent voir ces 365 000 personnes par jour? Bah oui, je sais pas, c'est pas des fanats de la pub, c'est des touristes. On dit qu'il y a de la pub partout, qu'elle nous envahit, mais pourtant l'endroit le plus visité du monde, c'est juste un énorme panneau publicitaire. Eh bien oui, car ne vous y méprenez pas, il n'y a rien d'autre que des bureaux dont la façade est occupée par des panneaux pubs nommés billboards, ainsi que des théâtres et des comédies musicales dans les rues perpendiculaires. L'homme est donc bel et bien attiré par de simples publicités gigantesques. C'est aussi bête que ça. C'est ici qu'en 2014, le plus grand panneau publicitaire au monde a été installé. Je vous lis une petite description prise sur la toile. Ce billboard de 8 étages de haut et de la longueur d'un terrain de football possède plus de 24 millions de LED pour éclairer les messages publicitaires des marques. En plus d'être le plus grand panneau publicitaire du monde, c'est également le plus cher. Google est le premier à s'être offert l'espace pendant 4 semaines, et pour un coût de 2,5 millions de $. Bon, pour finir sur ce quartier, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Lorsque je m'y suis rendu, j'ai trouvé une foule ameutée sous un des billboards. Faut savoir qu'il se passe toujours quelque chose dans cette ville. En mai 2010, un attentat à la bombe avait notamment été déjoué en plein Times Square. Bon là, rien de tout ça heureusement. C'était un billboard pour T-Mobile et d'autres marques. En m'approchant, j'ai compris que le panneau était en feu. Les gens restaient quand même naïvement agglutinés en dessous, alors que le panneau pouvait s'effondrer. On aurait dit une attraction ou un show. Il a fallu une intervention des pompiers pour stopper l'incendie, mais j'ai trouvé que c'était encore une belle métaphore de l'American Dream qui part en fumée. Bon évidemment si on va en plein Times Square, oui c'est facile, mais je doute que ça soit pareil partout. Alors en réalité Julien, j'aurais pu commencer avant même Times Square par vous parler de mes voyages en transport new-yorkais. S'il y a une chose qui m'a marqué dans les transports, c'est la prépondérance d'affiches publicitaires dans les wagons de métro. Bon sang, les pubs sont 2 fois plus grandes que la carte de la ligne de métro.
Et les infos concernant la ligne, t'as genre un encart par rame. Le reste, c'est que de la pub. Donc si ton panneau d'information il est à l'autre bout de ton wagon, bah tu te démerdes. En France, il y a plusieurs plans disposés par wagon. Bon, et en dehors de Times Square du coup, est-ce que c'est des zinzins partout? C'est comment? Est-ce que la pub te saute au cou? Eh bah à vrai dire, pas tant que ça. Sorti de la folie du centre de Manhattan, la publicité n'est pas si intrusive dans les rues de New York. Alors bien sûr, ils font les choses en grand. Donc quand tu tombes sur un panneau d'affichage au-dessus d'une route, c'est taille XL. Mais honnêtement, j'ai pas eu cette sensation d'étouffement à laquelle je m'étais préparé. Si on sort des quartiers d'affaires, Manhattan est rempli de coins sympas entre quartiers d'art, quartiers branchés, jazz, resto, fêtes, shopping ou encore promenade. Les rues sont pleines de vie et il y a une énergie assez folle dans cette ville. Moi je résidais dans Brooklyn et depuis déjà un moment c'est bourré de coins hipsters. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de verdure et beaucoup d'endroits pour faire du sport. Mais la publicité, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux dans les rues de tous ces quartiers. Non, je m'attendais à plus de spectacles que ça. Pas de panique, j'ai pas encore terminé. Je vais parler un peu des autres médias, y a pas que le street marketing ici. Alors Julien, télé ou radio, tu choisis. Ça existe encore ça? Alors lors de quelques trajets en voiture, j'ai eu l'occasion d'écouter la radio américaine. Je vous passe le côté déjanté de leur pub, ça part dans tous les sens, c'est super bourrin. Je me souviens avoir éclaté de rire en entendant un barbecue can wait, you have to buy a brand new blablabla, barbecue can wait. Sinon il y a un truc qui m'a surpris sur un ou deux spots, c'est la longueur des conditions générales de vente qu'on entend à la fin. Ça serait intéressant qu'après chacun de nos argumentaires, on lâche des trucs du genre Transport Production, abonnez-vous dans la limite des stocks, laissez un pouce bleu et un commentaire, merci. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'en dit la loi de tout ça. Oh merde, c'est pour moi ça. Bon, j'admets ne pas être un expert sur les conditions générales de vente concernant la publicité radio américaine, mais ce que tu me dis me surprend un peu. Si ce passage est plus long, c'est qu'en principe la loi est plus rigide et stricte, alors que c'est chez nous que les lois publicitaires sont les plus contraignantes. Chez eux, c'est la fête foraine. À mon avis, t'es tombé sur un spot simplement qui devait cumuler plein d'offres et promos, ce qui rallonge les conditions générales de vente à la fin. Bon, maintenant je sais que vous l'attendiez, évoquons la télévision. Premièrement, comme l'a dit Julien, niveau publicité, c'est un peu la teuf. Certains secteurs qui sont interdits chez nous sont légion ici. C'est tout à fait normal de voir des pubs pour hôpitaux et tout ce qui tourne autour du médical. Je vous rappelle que chez eux, y a pas la sécu sociale pour tous. Le secteur médical est privé et non public. Pensez à la série Better Call Saul par exemple. Ça vous a pas paru étrange de voir un mec faire une grande campagne pub pour un cabinet d'avocats? À la télé ici, aucun problème. Parlons également de la fréquence des pubs à la télé. En France, la loi oblige au moins 20 minutes entre deux coupures pub. Aux États-Unis, allons-y gaiement, c'est environ toutes les 5 minutes. Autant dire que ça déboussole un peu pour nous. Autre chose, les émissions et séries peuvent être coupées ou accélérées pour laisser place aux pubs. Les plus anciens d'entre vous savent peut-être que je suis un fan de la série Malcolm. Je connais certains épisodes sur le bout des doigts. Bon, un jour, je tombe dessus, je regarde, vient une coupure pub évidemment, et lorsque la série reprend, surprise, une scène entière a été enlevée à la diffusion. En gros, la scène qui aurait dû passer le temps de la coupure pub. Ni vu ni connu, tout le monde s'en moque. Ça me paraît pas mal du tout ça. Autre chose? Et bah pour le reste, comme je vous ai dit, j'ai été surpris de voir que c'était pas si démesuré que ça. C'est d'autres aspects de la ville qui m'ont frappé. Je pourrais parler des heures de New York City et ses alentours, des quartiers les plus branchés au ghetto de Brooklyn, et jusqu'à la campagne new-yorkaise avec la pauvreté rurale et les familles nombreuses aux mômes atypiquement américains. Pour New York, comme je disais plus tôt, il y a une énergie dingue dans les rues. Il se passe toujours des choses qu'on voit pas sur nos trottoirs parisiens trop étroits. Entre ceux qui glandent, dorment, se pavanent, font des barbecues, du sport en plein trottoir, ceux qui hurlent, ceux qui se droguent, ceux qui dansent, c'est hallucinant. Après, c'est vrai qu'ils ont pas comme nous la culture de la terrasse. Les gens se posent pas devant un café, mais eux, c'est toute la rue qui est vivante. Cette ville porte bien son titre de ville qui ne dort jamais. Y a aucun repère temporel. Y a pas de jour de la semaine ni d'heure. Tu peux faire la fête un lundi soir dans un quartier branché, dans des endroits pleins de monde. Tu peux faire tes courses ou jouer au baseball à 2h du matin. Il se passe tellement d'événements à la fois que les New-Yorkais parlent de New York. Ils n'ont pas du tout le regard tourné vers le reste du monde. Ils sont pleinement dans un microcosme, une sorte de bulle géante en ébullition, et c'est le monde qui les regarde. Le New-Yorkais ne s'arrête jamais, toujours en activité. Ils travaillent beaucoup, avant le taf, ils sont au sport, sur le chemin du boulot, ils avalent un truc dans le métro, et après le travail, ils sortent direct se détendre. Le rythme est soutenu. Un énorme point à souligner, c'est qu'ils sont très avenants. C'est tout à fait normal d'aborder quelqu'un dans la rue ou le métro, et pourtant, ils ne vivent pas du tout ensemble. On peut se reprocher bien des choses en France, mais on est beaucoup plus mélangés qu'eux. Car au-delà des différences sociales, il y a de profondes démarcations ethniques. Les Noirs vivent dans un quartier, puis tu marches quelques dizaines de minutes, t'arrives à Williamsburg, tu croises plus que 90% de Juifs, les gays ont Greenwich Village, les artistes ont Chelsea, les New Jerseyens, ils ont la vase et les marécages du New Jersey, enfin bref, c'est chacun chez soi. Ils ont la vase et les marécages du New Jersey. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais pas demander un carnet de voyage, moi. Bon allez, une conclusion et je te ramène. Eh bien écoutez, j'espère que ce reportage court mais intense vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours les plus chaleureux dans les commentaires et à partager notre contenu. Bon allez, ça suffit les conneries, retour à Paris. Oh putain.
Eh ben, Bon, Smash Bros. allez. Et juste avant de se quitter, on remercie Pierre donc, qui a cadré tous les plans de la vidéo à New York. Je vous mets dans la description là où vous pouvez le retrouver. Il y aura également notre Tipeee, tout ça, on sait jamais, voilà. Tipeee, on sait jamais. On sait jamais, Allez, exactement. merci à tous.